je voulais vous parler des blessures de l'âme. Donc, si ça s'appelle blessures de l'âme, c'est qu'elles sont portées par notre âme. Donc, soit elles sont portées par notre âme de vie en vie, c'est-à-dire que à l'état pur, on imagine, mais on n'a pas toutes les réponses, hein, on imagine que l'âme est vierge de toute douleur et que c'est lorsqu'elle expérimente la vie que des douleurs viennent se greffer. Alors, des douleurs non résolues. Non résolues, parce qu'on rencontre tous sur son chemin des traumatismes, des chocs émotionnels qu'on rencontre sur notre vie. Et ça, on va en parler aussi, hein, des chocs émotionnels et des traumatismes. Et bien, forcément, ces chocs-là et ces traumatismes restent ancrés dans notre âme si on n'y travaille pas dessus. Donc, en fait, si une blessure n'est pas spécialement regardée ou comprise ou guérie dans une vie, on va se réincarner avec cette même blessure et parfois même avec un environnement, un entourage familial qui va favoriser le fait qu'elle ressorte encore. Donc, pour nous montrer vraiment le chemin. Alors, forcément, quand on le vit, on ne le ressent pas forcément parce qu'on va le vivre dans le dur. Ça, on va en parler. Hein. En général, quand on est face à un choc émotionnel et une douleur, on est plongé dans la souffrance. Donc, sur le moment, on ne se dit pas merci la vie de m'offrir de la souffrance, des chocs émotionnels et des traumatismes. C'est maison. Voilà. Mais la plupart du temps, quand on commence véritablement à le travailler, on comprend pourquoi c'est arrivé et va être plus facile de pardonner. Pardonner à ce qui nous est arrivé dans notre vie, ce que l'on nous a envoyé, et se pardonner à nous-mêmes aussi. Très important. Donc, pour en arriver là, déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a soit ça, soit c'est de façon karmique. Donc, c'est la même chose. Hein. Mais aussi transgénérationnelle, karmique de façon transgénérationnelle. Tu en as parlé, Karine, juste avant. Donc, c'est-à-dire que notre âme est dans notre corps. Donc, dans chaque cellule de notre être, il y a de l'énergie. Et notre âme y met une empreinte dans ces cellules. Ces cellules portent de l'ADN. Et donc, forcément, une part de ça est retransmise aux générations futures. Donc, alors, ça ne veut pas dire forcément que les générations futures vont en souffrir, mais que il est possible que ça se révèle ou que ça se réveille aussi selon le contexte familial, encore une fois. Parce que souvent, j'entends parler de personnes qui disent « Ah ben moi, j'ai la blessure, telle blessure, ben, je vais donner à mon enfant. Ah ben maintenant, il faut que je le guérisse. C'est de ma faute, etc. » On ne sait pas si c'est de notre faute. Tout est déjà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, tout est déjà régi, organisé, et ce n'est pas nous qui tirons les ficelles. Hein. On ne sait pas si c'est de notre faute. Peu importe, quoi qu'il en soit, le contexte familial va être important. C'est-à-dire que si on souffre, par exemple, de l'abandon, et qu'on a du mal à faire confiance aux autres, on souffre de... Ah oui, Karine était partie. Je disais... J'ai été coupée au niveau du réseau, oui. D'accord. Je disais juste avant que peu importe, même si on le donne à nos enfants, cette blessure, ben, on n'est pas forcément responsable à 100% et ce n'est pas forcément à nous-mêmes d'aller soigner nos enfants. Par contre, ce que l'on doit faire, c'est changer notre comportement nous-mêmes avec nous-mêmes pour leur donner le chemin de compréhension. C'est-à-dire, je disais, par exemple, on souffre d'abandon. Un trait très banal de personnes qui souffrent de l'abandon, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, si on l'est dans notre comportement au quotidien, dans notre façon d'être,
ben, on a 10 fois plus de chances de le transmettre à nos enfants. Déjà, dans la génétique, ils ont l'empreinte, mais du coup, forcément, les enfants se réfèrent à la figure parentale. Donc, forcément, qu'il va y avoir une reproduction. Les enfants, ils sont dans l'imitation de l'adulte. Naturellement, hein, nature peinture, les enfants de 3-6 ans, à quoi ils jouent? À la dinette, au papa et à la maman, au docteur, à la pharmacienne, à la boulangère, etc. etc. Donc, ben, nos attitudes, nos façons d'être au quotidien va venir appuyer justement sur ce qui est déjà ancré en nous de façon cellulaire et ADN. Alors après, ce qui est intéressant, c'est justement de comprendre le chemin de guérison de nous-mêmes pour qu'il n'y ait pas derrière une reproduction, une reproduction, une reproduction. Et en tout cas, savoir du coup les accompagner et leur donner les bons conseils pour travailler sur eux-mêmes aussi finalement. Voilà. Donc, génétique. Et aussi, ben, des fois, il y a la mission d'âme. Alors ça, c'est un côté un peu plus spirituel. On a décidé par nous-mêmes, on a fait le choix, une fois qu'on a quitté un corps physique, qu'on est passé de l'autre côté, on fait le choix de nous-mêmes de repartir, et là on est au courant, on ne s'en souvient pas forcément, que on va arriver dans cette configuration de vie pour pouvoir soit libérer les autres parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé, soit continuer de se libérer soi-même. Et pour le coup, toujours libérer les proches et l'entourage. Ça va, c'est assez clair? Il y a des questions là-dessus? Vous voulez interagir par rapport à ça? Non, c'est parfait. Elle a fait... Non, je kiffe. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire ressortir nos blessures d'âme à l'intérieur de nous? Ben, ça va être par la confrontation à l'autre et à soi-même par rapport à l'environnement et le contexte dans lequel on va grandir. Déjà en premier lieu, tout commence dans l'enfance et l'adolescence. Donc c'est vraiment là que ça ressort. C'est à ce moment-là que ça ressort. Et c'est ce qui va nous permettre, même quand on est dans l'entraide avec quelqu'un d'autre pour l'aider à trouver son chemin, positionner sa propre histoire d'enfant et d'adolescent dans son contexte familial, environnemental. Alors, il faut prendre en compte aussi le pays, parce que des fois, vous allez peut-être avoir des personnes qui arrivent d'autres pays. Il faut prendre en compte aussi la culture. La culture, parfois même l'aspect religieux et éducatif. Et même savoir remonter un petit peu l'arbre généalogique. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'était quoi l'histoire? Par exemple, Karine, toi, c'est un très bon exemple hein, quand tu parles de la dépression familiale. Et bien, du coup, peut-être intéressant, ben, ça a démarré quand? De réfléchir à ça. Quand est-ce que ça a démarré dans l'histoire familiale? Bah oui. Jusqu'où on peut y aller, jusqu'où on peut remonter, quoi. Jusqu'où on peut remonter et même parfois en trouver la racine, si on peut. Mais si on ne peut pas, peu importe, de toute façon, même si on n'a pas la racine, ce qui compte, c'est de casser le schéma. Casser le schéma et en créer un nouveau, finalement. Mais parfois, on ne conscientise pas toujours ce qui se trame en nous. On ne conscientise pas toujours de quelles blessures on souffre parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Tout seul, c'est quand même assez difficile de se faire sa propre analyse. Hein. C'est pour ça qu'on va toujours vers les autres pour se faire analyser. Hein. Moi, je ne parle pas toute seule sur moi, je parle avec des gens. Hein. Je parle avec des gens, je me confronte à l'autre, à l'histoire de l'autre. Et même mes patients me font grandir parfois. Souvent, j'ai quelqu'un qui arrive en consultation et qui me dit le même truc que je ne veux pas travailler. Et là, je suis en train de lui donner le conseil. Et je me dis, purée,
Si elle savait, la personne, que moi, je ne suis pas capable de le faire, et là, je suis en train de lui dire de le faire. Donc, ça peut vous arriver aussi. Donc, ben, des fois, écouter ses propres conseils, se les noter et se dire derrière, ben ouais, en fait, j'ai la réponse, je sais comment faire, c'est juste que j'ai pas envie. Après, ben, il ne faut pas forcer les choses. Hein. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. C'est pas une obligation d'arriver de dire je veux guérir toutes mes blessures d'âme. Parce que justement, plus on va faire ça, plus ça va créer des résistances et plus ça va être notre mental qui va venir contrôler et diriger. Parce que la fonction du mental, et notamment l'ego, ça on l'a déjà vu dans d'autres formations, c'est quand même de protéger. L'ego, il réagit toujours par protection. Parce que quelque chose nous fait souffrir ou quelque chose qu'on n'a pas envie de ressentir à ce moment-là. Donc l'ego, il va dire, hop, moi j'en veux pas, il va venir soit juger la personne qui révèle un truc en nous, soit se juger nous-mêmes, soit juger la vie. Pour l'ego, ça va être plus simple de se dire, c'est pas de ma faute, j'en veux pas. Juger l'extérieur. Eh bien oui, oui, oui. Il s'extirpe et il vient prendre le contrôle. C'est pas bon. Voilà. Après, concrètement, c'est quand même un super outil. C'est un super outil. Moi, je dis souvent que c'est un outil d'amour, un outil merveilleux, puisqu'il nous permet de regarder là où il y a un déséquilibre en nous. Justement, ce dont tu parlais, Cathy, en introduction, quand tu disais je n'arrive pas à gérer mes émotions, quand ça vient, ça va dans tous les sens. Eh bien, c'est très bien. Parce que tu t'en rends compte. Donc, observer justement ce qui nous fait aller dans tous les sens, savoir observer quel type d'émotion ressurgit à cet instant-là, c'est un super outil. Souvent, on dit l'ego, je le mets de côté, je dois être amour, acceptation, etc. Oui, mais l'ego, il ne faut pas le virer. Il faut l'écouter, justement. Il faut l'écouter pour comprendre. Et bien sûr, après, venir le rassurer. Mon petit coco, viens, je vais te rassurer. Voilà, ça, c'est un travail de tous les jours. Donc, quand la blessure, elle ressurgit dans notre vie, ben, qu'est-ce qui se passe? En général, on va la renier au premier abord. On va la renier, mais il ne nous appartient qu'à nous-mêmes de décider de la regarder, de regarder qu'est-ce qui se passe en nous. Souvent, ça va dans l'inconscient du coup. Quand on renie quelque chose, on le met au rebut. Hein. Faire une image, c'est ah ça j'en veux pas, ben, je l'enferme dans un tiroir à double tour. J'en veux pas, je veux pas vivre ça. J'ai pas envie de souffrir en ce moment, j'ai autre chose à faire, je vais me concentrer sur autre chose. Donc ça, on peut le faire si on sait qu'on va y revenir plus tard. Bon, on peut le faire aussi si c'est trop dur. Et si on est dans une dynamique de vouloir guérir ses blessures, eh bien, il va falloir apprendre à le faire à chaque fois. Alors, peut-être pas à l'instant T, mais garder note dans sa tête et se dire, quand je serai calmée, il va falloir que je me penche dessus. Et donc, guérir sur soi, c'est avoir la capacité aussi d'accepter ce qui se passe en nous, et notamment qu'à ce moment-là, on ressent de la colère, peut-être même un esprit de vengeance, tout ce qui est perçu par la société comme quelque chose de mauvais, néfaste, négatif. Parce qu'on le sait tous, c'est pas bien d'être méchant, mais c'est bien d'être gentil. Pour autant, si on reprend pareil, on retourne en enfance. Quand un enfant est méchant, est-ce qu'il le fait exprès? Non, c'est qu'à l'instant T, ce qui se passe, ça ne lui convient pas et il se positionne justement pour démontrer ça. Non. Ouais. Par exemple. Et bien sûr, il nous montre sa frustration. Il nous montre sa frustration.
Quand un copain lui prend un jouet et qu'il va le taper, il n'est pas méchant. C'est juste qu'il ne sait pas argumenter. Il ne sait pas encore, il n'a pas encore développé toute son intellectualité, son cerveau est en pleine construction et il n'a pas tout compris. Et surtout, son émotion prend le dessus pleinement parce qu'il n'a pas cette fonction qui dit non, je n'ai pas le droit de la ressentir, cette émotion, c'est vrai. Sinon, je vais me faire punir. C'est surtout que l'émotion, il la vit vraiment. Il ressent la colère, on lui a pris son jouet. Ben, il ne cherche pas midi à 14h, il vit pleinement son émotion. Donc, il va aller récupérer sa voiture et au passage, peut-être même aller jusqu'à taper le copain. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, et heureusement, parce que quelque part, sinon, on passerait notre vie à se taper dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mesurer l'acte qui va avec et la parole. Mais par contre, se laisser être en colère et le dire. Je suis en colère. Rien que le fait de le dire, je suis très en colère, je préfère m'en aller, ou je ne suis pas apte à discuter maintenant, sinon je vais tout casser. C'est un signe de sagesse, ça. Rien que ça, c'est une forme de sagesse. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est accepter, mais plutôt accueillir les émotions que ça nous procure en nous. Parce que dans l'éducation, en tout cas occidentale, on nous apprend que avoir de la colère, avoir envie de se venger, ce n'est pas bien, c'est très mal. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire de caprice. Alors qu'en fait, c'est le comportement qui est gênant qui va avec finalement. Et du coup, on s'exprime mal quand on éduque les enfants. C'est le comportement qui va avec qui est néfaste. Taper des pieds par terre, jeter des choses, hurler, casser les oreilles. C'est ça qu'en fait qu'on veut blâmer. Sauf qu'on va dire aux enfants et aux adolescents, tu es méchant. Alors qu'en fait, c'est le comportement qui n'est pas adapté. Par contre, il a le droit d'être triste, d'être en colère, mais il doit respecter les autres. Ça fait réfléchir, vous avez vu déjà, rien que ça, ça fait réfléchir. En fait, c'est juste un problème des fois sociétal et de culture. Il y a des cultures où les enfants sont, notamment en Afrique, les enfants sont éduqués par tout le monde. La tribu des Sérères. La tribu des Sérères. Bah oui, non, mais même culturellement, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même dans les pays maghrébins, les enfants sont éduqués aussi par les voisins. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec la façon d'éduquer. En France, on est plutôt centré sur nous. Ici, dans la maison, on ne fait pas ça. Sinon, qu'est-ce que les autres ils vont dire? Alors que dans d'autres pays, ils s'en fichent de ce que les autres vont dire, par exemple. Puisque justement, tout le monde est d'accord. Donc aussi, suivant l'endroit où on vit, en France, on est quand même assez... on n'est pas assez ouvert, en fait, sur tout ça. On est très centré sur nous et très peur du qu'en dira-t-on. Donc, comme je vous disais, pour ne pas perdre le fil, si l'émotion, on la laisse dans l'inconscient, ça va tout le temps ressortir vers le conscient. Tout le temps. Jusqu'à temps qu'on le comprenne. Alors, des fois, fait que dans la vie, quand on se retrouve, par exemple, seul, on est soit célibataire, on n'a pas d'enfant, on vit tout seul avec nous-mêmes, on est tranquille, en fait, finalement. On n'a pas travaillé sur nos blessures quand on est tout seul. Parce que on n'est pas confronté. Mais pour le travailler, il faut se confronter à l'autre. On n'a pas d'autre choix, en fait.
Et pour que ça devienne conscient, surtout. C'est se dire, dans telle situation, à chaque fois, je réagis de cette façon. Être capable de travailler avec son inconscient. Alors ça, c'est compliqué. Hein. Est-ce que vous avez une idée de comment faire, comment vous faites, s'il y en a qui le font, pour travailler avec son inconscient? Souvent, l'inconscient se révèle. Je pense qu'il faut parler un petit peu plus fort. Souvent, l'inconscient se révèle et se réveille lors des rêves. On a tous fait des rêves avec des images, quand on se réveille, par exemple, vous n'est-il pas arrivé d'avoir un nom, un prénom, une situation, ou vous rappeler de quelque chose de précis sans comprendre pour autant ce que c'est. Et c'est souvent l'inconscient qui se réveille et révèle lors des rêves. Ça peut donner une piste. Bien sûr, alors ça c'est très, très intéressant. Hein. À travers l'interprétation des rêves, ça peut être intéressant. Il y en a qui ont d'autres idées? Pour moi, l'inconscient, c'est vraiment ce qui vient d'un seul coup dans le conscient, en fin de compte. Une pensée, enfin, ce qui vient vraiment d'un seul coup. Pour moi, je pense que c'était inconscient et du coup, il y a une lumière d'un seul coup et voilà. Et c'est. Eh bien, c'est parfait parce que c'est exactement ça, Karine, la lumière. C'est ce truc-là qu'il faut réussir à capter. Et ça, c'est un travail de forcer au début, mais ça se met assez vite en place. C'est exactement ça. C'est être capable de capter le moment où on va ressentir quelque chose. On entend du bruit. Je peux éteindre ta... Merci. C'est exactement ça. Donc, c'est capter le moment où ça fait ressurgir, en gros, cette espèce de tornade en nous. Prendre ce moment et vite le mettre dans le conscient. Ok, il s'est passé ça. Parce que si on ne le fait pas, on oublie. On oublie, parce qu'en fait, ça, on le fait en général la journée. Par exemple, quand on travaille. Quand on travaille, on arrive au bureau. Tous les problèmes qu'on avait dans la voiture à réfléchir juste avant et tous les problèmes qu'on a personnels à ce moment-là, on est obligé de les mettre de côté. On est obligé de porter son masque de travail. Donc, on doit faire semblant que tout va bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de le faire. Pourquoi? Ça revient à la même chose avec l'enfant de 3-6 ans qui, à l'école, on lui demande de ne pas pleurer, de ne pas crier et d'être centré sur ce que la maîtresse dit quand elle lui apprend des choses. Donc, en fait, on est entraîné à refouler notre inconscient depuis la naissance. Et ça va même chez les bébés. Hein. Chez les bébés, on le fait aussi. Un bébé qui pleure pour rien, s'il a eu tout ce qu'il lui fallait, on va lui dire, on va tout faire pour qu'il se taise. On va aller le balader, nanana. Pourquoi? Parce que ça nous agresse. Ça nous agresse à nous d'entendre des cris. C'est notre enfant, donc ça nous fait mal au cœur de ressentir sa souffrance. Pourquoi? Parce que ça réveille aussi notre souffrance. Parce que nous, on est des êtres, les êtres humains, on est des êtres énergétiques et on ressent les souffrances de tous, de tout le monde. On est très empathe. Donc, quand on ressent la souffrance du bébé ou de l'enfant, ça nous rappelle notre propre souffrance, ça vient réveiller quelque chose en nous. Et ça, on ne veut surtout pas le ressentir. Surtout pas. Donc, c'est pour ça que... Merci. Non, mais il y a un néon allumé dans le couloir. Ouais, mais ça s'éteint automatiquement. Ah, d'accord. Donc, voilà. Ce qu'on fait, c'est que on ne veut certainement pas ressentir. Et donc, on ne veut pas que les enfants le ressentent aussi. Et des fois, ça part aussi d'un bon sentiment quand on fait ça. C'est pas forcément méchant hein, de dire à un enfant arrête de pleurer, souris. Mais finalement, on est en train de lui apprendre de façon systématique et inconsciente, du coup, qu'il faut absolument renier et dénier complètement ses émotions.
parce que ce n'est pas convenable et c'est insupportable. Et après, il y a ce qui rentre en compte, c'est les effets miroirs, constamment. Donc, c'est exactement ça. Pour empêcher la résistance, c'est-à-dire mettre au rebut tout ce qui nous fait souffrir, ben, il faut vivre pleinement sa douleur à l'instant T. Donc, son émotion. Il faut la vivre sans se juger, sans avoir de jugement de valeur, en se disant, et voilà, je suis nul de penser ça, je suis méchant, je suis machin. C'est ça qu'il faut arriver à ne pas faire, en fait. Ça, c'est une clé super importante. Et tout commence toujours en travaillant le jugement de soi et d'autrui. C'est la base de la base du développement personnel et de la spiritualité. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Il faut arriver à accepter, à ressentir cette douleur sans pour autant, quand tu dis le juger, ne pas se blasphémer, et puis accepter, accueillir, et essayer de comprendre également le pourquoi du comment. Et parfois, on ne comprend pas, parce que là, par contre, il y a des pleurs qui arrivent, et du moment qu'il y a des pleurs qui arrivent, et on se sent soulagé, c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste, qui se passe. Tout à fait. Donc, ce que dit Esther, c'est très important, parce qu'elle dit qu'il faut accueillir cette émotion de façon constructive. Accueillir la curiosité. Ouais, il y a le petit bébé à la télé. Ça faisait un moment qu'il voulait voir ce que mamie faisait. Eh oui. Donc, accueillir que ce que dit Sonia, que ce petit bout, il est curieux, il veut savoir qu'est-ce que mamie, elle fait. Et qu'on s'en fout de ce que les autres vont dire, que tu mets le bébé à la télé. Tu vois? Complètement, je m'en fous. Je m'en fous. Ah, mon bébé. Non, tu n'as pas tapé. Donc, de façon constructive, ben ça, c'est avec l'entraînement. Tout ça, on va le voir, hein, ne vous inquiétez pas sur le week-end, mais là, c'est vraiment l'introduction. Parce que si on ne comprend pas cette notion d'émotion qui surgit et que l'on met au rebut, ben, travailler sur les 5 blessures de l'âme, ça ne sert à rien, en fait. Les connaître, c'est toujours très intéressant. Connaître les 5 blessures, c'est toujours très intéressant. Savoir plein de choses là-dessus, etc., etc. Les traits de caractère qu'on peut développer, c'est super intéressant. Mais si derrière, on ne sait pas la base d'accueillir ces émotions, ben, ça va être compliqué de le travailler ou de le faire travailler une personne. Parce que des fois, vous allez avoir, je vois que là, de toute façon, il y en a quand même pas mal qui viennent pour avoir des outils pour donner aux autres. Donc, de toute façon, si vous êtes juste le pansement pour lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, ben, ça ne va pas être intéressant pour la personne et elle ne va pas prendre en main sa guérison et son travail. Donc, pour prendre en main son travail, il faut donner des petits outils comme ça. Et ça commence par travailler sur accepter ses sentiments, être capable de le communiquer aux autres sans se juger et sans avoir peur du jugement. Et ça, c'est déjà un très gros travail. Je pense que tout le monde ici, moi y compris, parfois il y a des choses qu'on n'ose pas dire, soit parce qu'on a peur d'un conflit, soit parce qu'on a peur de blesser, soit parce qu'on a peur de ce que la personne va en penser en face. Ou alors, jugement de valeur, c'est les faibles qui s'autorisent à pleurer, par exemple, ou à parler de leur ressenti. Et ça, c'est pareil, c'est une histoire d'éducation encore. C'est les faibles. Et ça commence dès l'enfance. Je vais revenir souvent sur l'enfance parce que c'est hyper important. Un petit garçon qui se casse la figure, c'est pas grave, t'es un dur, relève-toi. Ouais, non, tu vas pas pleurer, t'es un dur. T'es un homme. T'es un homme, toi. T'es un vrai mec, hein. Et une fille qui tombe, bah, au contraire, on va la bébétiser. On va la bébétiser. Oh la pauvre petite princesse, viens, je vais te mettre le petit pansement. Il ne faut pas pleurer. Rose. Voilà. Là, je fais exprès de la caricature, hein, évidemment. Mais dans le système éducatif, ça commence déjà. On le fait tous.
Parce que le garçon, il doit être dur. On met déjà des gens dans des cases. Le garçon, il doit être dur. Et la fille, elle a le droit d'exprimer ses émotions. Mais elle ne doit pas trop chialer quand même, hein, parce qu'elle nous gonfle au bout d'un moment. Pas beau. Métier éducatif, dans le métier éducatif et dans le métier énergétique, il y a un plus gros pourcentage de femmes. Et ouais, parce que les hommes, on leur a appris qu'il fallait être dur et pas être dans l'émotion. On leur a appris qu'il fallait qu'ils soient droits et qu'ils tiennent la baraque. Et après, ben, c'est l'héritage aussi. Hein. C'est les femmes qui élèvent les enfants et du coup, ça reste. Après, concrètement, c'est aussi notre nature hein, à la femme. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi la nature de la femme de vouloir naturellement être maternelle, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, quoi qu'il en soit. La femme, elle est souvent dans l'entraide psychologique, naturelle avec son environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de femmes thérapeutes. En tout cas, même au niveau des psychologues, hein, sur des choses plus terre à terre, c'est pareil. C'est des choses qu'on va observer. Et pour autant, ça va être le contraire au niveau des psychiatres, qui eux sont là pour donner la médication. Ils sont là, alors là, je vais faire une caricature. Hein. Ok, telle personne, elle souffre de ça, 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 ça et ça. Ok, ben, je lui donne cette ordonnance. Parce que l'homme, en général, il est beaucoup plus pragmatique et plus structuré, il est plus binaire. Donc, voilà. Après, ben, souvent, les hommes thérapeutes, ça va être des personnes qui sont très équilibrées entre leur féminin et leur masculin, de façon intérieure. C'est des hommes qui ont travaillé sur leurs émotions, qui parlent de leurs émotions naturellement et qui n'ont pas de problème avec ce côté féminin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, en général, tout ce qui n'est pas conforme à ce que nous attendons de nous-mêmes, des autres et de la vie, notre mental, et plus précisément l'ego, veut le détruire. Et s'en protéger coûte que coûte. Qu'est-ce qui arrive quand on est confronté à une de ces blessures? Ben, on est dans la souffrance, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans une souffrance physique, mentale, et derrière, forcément aussi énergétique, mais on n'en a pas forcément conscience. Mais si on se met à vérifier l'état de notre santé énergétique, on va vite se rendre compte que notre aura elle est un petit peu dégueulasse quand même. Hein. Un petit peu dégueulasse et que la circulation énergétique, elle n'est pas au top. Donc, quand on est dans cette douleur-là, on souffre. Hein. Mettons une séparation. Je pense que tout le monde a déjà vécu une séparation. C'est quelque chose qui fait souffrir sur le moment, pendant un temps. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, cette souffrance. Et on est là et on passe par plusieurs phases, la colère, on insulte, et puis après on commence à accepter, puis à la fin on se dit finalement c'est une bonne chose. Mais pendant ce processus de souffrance, à ce moment-là, souvent on est dans l'incapacité de travailler dessus de façon constructive. Parce que la souffrance, elle est vraiment énorme. Elle est énorme, elle prend le dessus. Et du coup, là, c'est l'ego qui vient prendre le dessus, à défaut de notre âme. Là, c'est comme si on fait une séparation. Ok, alors moi, je m'extirpe de moi-même et ma seule façon de survivre, ça va être, par exemple, de dire cette personne avec qui j'étais, elle a tel défaut, c'est pas plus mal. Ou même dans l'autre sens, je le mérite, c'est de ma faute, c'est parce que je suis nulle. Ça va dépendre vraiment de la blessure d'âme pour laquelle on souffre. Donc, on va être un petit peu dans cette espèce de jus, là, où on est en train de ressasser, etc. Et bien là, on est en train de faire une résistance. On est en train de faire une résistance. Alors que si on se laisse chialer pendant une semaine, dans son lit à rien foutre,
ben, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'on va se relever d'un seul coup. Et oui. Et souvent, c'est aussi un petit peu les autres qui viennent encourager ce truc. Parce qu'on fait effet miroir à quelqu'un d'autre qui a déjà peut-être connu cette situation ou qui ne tolérerait pas cette situation et qui vient en rajouter des caisses. Ah oui, hein, et puis taper ci, hein, et puis elle tapait ça, hein, et puis t'as vu, hein, c'est affreux, c'est horrible. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, je souffre. Et donc, à la fin, on se retrouve tous au fond du trou. C'est vrai. Voilà. Et puis après, ben, naturellement, la douleur, elle commence à s'estomper avec le temps. Même si on n'a pas travaillé dessus. Parce que l'ego, hein, je vous ai dit, c'est le mode survie. Il est là pour ça. Donc, au fur et à mesure, il va commencer à dire, oh, je calme le jeu parce que là, je ne supporte plus de ressentir la souffrance dans mon corps. C'est plus possible d'être comme ça. On calme le jeu, on va estomper toute cette souffrance. Et donc, on se dit, ça y est, je suis guérie. Mais en fait, non. On n'est pas guéri. C'est juste caché à l'intérieur, enfermé à double tour dans un tiroir. Par contre, une fois qu'on va se remettre en couple, si je reprends cet exemple, ben, ça va revenir. Ah ouais, ben, j'espère que je ne vais pas avoir le même coup. J'espère qu'on ne va pas me refaire pareil. J'espère que je ne vais pas être nulle. J'espère que je serai à la hauteur. Tout ce qui peut nous passer par la tête. Et en fait, on fonctionne comme ça. Et quand, à partir du moment où on recommence à reprendre un vieux schéma, ça veut dire que le truc, il n'est pas travaillé. Et ça, c'est un indicateur. Et pour ça, ben, il faut, comme je vous ai dit, se confronter aux autres. Tout seul, ça n'existe pas de travailler sur ses blessures. Ça existe de comprendre d'où ça vient, etc., etc., de poser un constat, mais de le travailler, c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent avoir travaillé. Moi-même, hein, je l'ai fait, la bêtise. C'est pour ça que je vous en parle. Ah ben, tu m'étonnes. Moi, je souffrais beaucoup de l'abandon. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand j'ai divorcé, j'étais célibataire pendant 5 ans. Ah ben, je ne souffrais plus. J'avais plus aucun problème, dis donc. Je pensais que j'avais guéri. Et j'étais déjà thérapeute à ce moment-là. Et quand je me suis remis en couple, je me suis rendu compte que c'était pas du tout guéri. Pas du tout. Il y avait les vieux travers dès l'époque qui étaient encore là. Et qui ressortaient. Par exemple, Ben, par exemple, pour expliquer la situation, moi je me suis mis en couple à 14 ans avec le père de mes 2 premiers enfants et on est restés 14 ans ensemble. Donc c'est 2 ados qui se sont mis en couple. Donc à l'adolescence, c'est la fusion. C'est fusionnel, on fait tout ensemble, etc. etc. Je suis partie jeune de la maison, j'avais 17 ans, il avait 2 ans plus que moi, et je vivais déjà avec lui à 17 ans. Donc, notre cercle d'amis, c'était les mêmes amis. Donc, est arrivé les moments où ben, tu commences à faire ta vie professionnelle, tu dois te séparer pour des formations. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es avec qui? Donc, il y avait de la possessivité, de la jalousie, mais des 2 côtés. Hein, c'était une relation qui était toxique finalement. Donc, ben, du coup, au lieu de travailler sur nous, on palliait au manque de l'autre constamment. Ah ben alors, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que sinon, ça va faire souffrir l'autre. Et je ne fais pas ci, sinon, ça va faire souffrir l'autre. Et ça a fait comme ça pendant 14 ans. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre du magnétisme. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Fallait que j'aille me former. Fallait que je parte de la maison. Et en fait, c'était tellement le vrai truc, la révélation de ma vie, que ça a mis mon couple en déchéance. On a divorcé suite à ça. Parce que lui était en souffrance, il faisait chambre à part, tu fais tes formations, il n'y a que tes formations qui t'intéressent et tu ne m'aimes plus, et tu es heureuse ailleurs. C'était des mots comme ça. Mais moi, je faisais pareil avec lui aussi. Hein. Quand il allait travailler, je l'appelais 10 fois par jour pour savoir avec qui il était, s'il y avait des femmes. C'était une situation, une relation qui était, on croyait, qui nous rendait heureux, mais c'était horrible finalement. Finalement, c'est un bien pour un mal pour tous les deux.
Et donc, après, comme j'ai été célibataire, je faisais ce que je voulais quand je voulais, j'avais plus de compte à rendre, je me suis révélée en tant que femme, je savais ce que je voulais dans la vie, etc., etc. Et plus de problème. Et quand je me suis remis en couple avec quelqu'un de très indépendant, avec des horaires de travail atypiques, quelqu'un de très sociable, qui parle avec tout le monde, y compris des femmes, que même s'il ne la connaît pas, il la tutoie, il vient, il est très tactile et tout ça, mais derrière, il n'y a aucune arrière-pensée, ben, sur le coup, j'ai dû retravailler tout ça. Ce que je me disais, c'est quoi ce type il veut sauter sur tout le monde. J'y voyais forcément quelque chose de mal. Et là, je me dis que j'ai travaillé. Ça a été horrible. Mais en face, j'ai travaillé grâce à lui. Parce que lui a été capable en face de ne pas faire comme mon ex-mari, qui lui se pliait à venir combler mes manques. Il était capable de me dire, non mais là, tu es ridicule. Ça se passe comme ça et pas autrement. Tu as un problème, tu le travailles, ce n'est pas le mien. Donc, ben, il avait raison. Et là, je me suis dit, bah merde, il a raison. Mais en plus, c'est ce que je dis à mes patients. Et là, je me suis mis à avoir que des femmes jalouses et possessives en consultation. Pendant 2 ans. Je n'ai eu que ça. Que ça, que ça, que ça. Et à chaque fois que je croyais que c'est bon, j'avais travaillé sur moi, à chaque fois, il y en avait une nouvelle qui arrivait. Et quand elle me parlait, ça faisait à l'intérieur... Mais oui, ton mec, c'est un connard. Je ne peux pas dire ça. Et en fait, non. Donc, il fallait. Alors, il y avait l'ego qui disait son mec, c'est un connard, son mec, c'est un connard, elle doit fuir, elle doit fuir, elle doit fuir. Et puis, il y avait le thérapeute qui disait soit raisonnable, heureusement. Hein. C'est pas ça, tu sais que c'est ça, ça le problème. Hein. C'est la personne qui a un problème avec elle-même, elle ne s'aime pas. Cette personne ne s'aime pas. Et souvent, ça aussi, c'est un travail à faire, apprendre à s'aimer, à se considérer, comme dit Esther, j'aime beaucoup quand elle dit ça, apprendre à se considérer et arrêter du coup de se juger soi par rapport aux autres. Donc voilà, ça, la jalousie, on va en parler, hein, ça fait partie des blessures de l'abandon, mais on va parler aussi de la manipulation qui est avec l'abandon, qu'on va commencer juste après. Et la dépendance affective, hein, c'est les 3 grands trucs que la blessure de l'abandon fait ressurgir chez les personnes. Hein. Donc, pour reprendre les 3 grands axes, hein, c'est savoir regarder ce qui ne va pas et conscientiser, en se donnant de l'amour pour soi. Donc, il faut travailler l'amour pour soi. Accepter d'avoir des peurs. Et travailler le jugement. Pour faire une petite analogie par rapport à ça, par exemple, une blessure. On se fait une cicatrice, on s'est ouvert le bras, par exemple. Ben, si on ne s'en occupe pas, elle va s'infecter. Si on ne s'en occupe pas, elle va s'infecter. Donc, on va devoir aller demander une aide extérieure. Donc, on va aller voir le médecin pour qu'il nous prescrive un antibiotique ou une pommade. Mais finalement, c'est qui va soigner la blessure, la cicatrice? C'est le médecin dans cette situation. Alors, ok, on fait le pas d'aller demander de l'aide. Donc, on y met un petit peu du soin, mais pas trop, hein, du sien, mais pas trop. On va mettre 20%. Allez, je vais donner mes 25 € au médecin et je vais avoir la pommade, il va m'aiguiller, il va me dire quelle pommade, quel antibiotique j'ai besoin pour guérir ma cicatrice. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on fait et c'est ce qu'il faut éviter de faire quand on est aussi en position de thérapeute. Aller mettre la pommade au patient à sa place, à la personne en face à sa place. Donc, pour reprendre cette analogie, par contre, si vous avez une blessure ouverte, que vous prenez le temps de la nettoyer tous les jours, simplement, même avec de l'eau et du savon, ben, elle va guérir toute seule. Parce que chaque jour, vous allez y porter attention et lui donner de l'amour. Vous prenez soin de vous en faisant ça.
C'est un truc banal, hein, que de faire attention à une blessure. Mais ça prouve déjà, ça donne une image de comment vous êtes avec vous-même. Quelqu'un qui se fait un bleu ou qui se tape tous les jours contre des meubles et qui s'en fout, qui dit « Oh, bon, je m'en fous, j'ai des bleus partout », ça donne, c'est con, hein, mais ça donne une indication de comment est la personne avec elle-même. C'est idiot, hein. Je me suis ouvert, oh, bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Ça va cicatriser. Eh ben, c'est exactement ce qu'on fait avec nos émotions. Je ressens ça, ben, pouf, je m'en fous, ça passera. Hein? Je le fais quand? Ah ben moi aussi, je le fais des fois. Moi aussi, hein, je le fais. Et même, je me rends compte que j'ai des bleus et je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, ça c'est ça. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais ça, c'est encore autre chose. C'est parce qu'on ne vit pas à l'instant présent. Ça, c'est parce qu'on est dans le mental et qu'on fait les choses par automatisme. Donc, voilà. Bon, là, je vais vous parler vraiment de la blessure. C'est pas très grave non plus si on se fait un bleu, qu'on n'y prête pas attention. Il ne faut pas non plus devenir psychopathe, schizophrène de tout. Mais rien que ça, l'idée d'une blessure ouverte, ça en dit beaucoup. Aude, excuse-moi, les phrases clés, j'en ai entendu que 2. C'est accepter d'avoir des peurs, travailler les jugements et les autres, s'il te plaît. Alors, c'est amour pour soi, développer l'amour pour soi. D'accord, merci. Et donc, aussi va découler 3 choses importantes à faire pour son propre chemin. Donc, à partir du moment où on comprend qu'il faut apprendre à soigner sa petite cicatrice, la regarder tous les jours pour que la cicatrice, elle soit jolie. Parce qu'à la fin, elle est toujours là, la cicatrice. Hein. Une blessure ouverte. La cicatrice, elle va rester. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elle soit jolie. Pas qu'elle soit toute boursouflée, toute dégueulasse, parce qu'on n'y a pas fait attention. La cicatrice, elle va rester. Et par contre, on va se souvenir qu'on lui a donné de l'amour à cette cicatrice pour qu'elle soit belle. J'ai fait en sorte que ma cicatrice soit belle. Et c'est exactement ça, travailler sur soi. C'est faire en sorte que sa cicatrice soit jolie. Du coup, quand c'est joli, on a envie de lui faire des bisous. Donc, c'est pareil avec soi-même. On va avoir envie de se faire des bisous. Et de venir faire des bisous à sa souffrance intérieure, à sa blessure. Donc, les 3 autres choses, c'est comprendre comment la blessure se manifeste dans notre mental. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Quand ça vient des autres, quand ce sont les autres qui nous la réveillent, donc il faut être capable de se dire, tiens, cette personne m'a dit ça, ça m'a fait très très mal. Et bien sûr, savoir quel type d'émotion. Est-ce que ça m'a rendu triste? Est-ce que ça m'a rendu déçu? Est-ce que ça m'a, au contraire, mis très en colère? Alors, aussi, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les bonnes émotions, les émotions de joie. Si on s'entraîne à le faire pour ce qui est agréable, ça aussi, c'est se donner de l'amour en même temps. Parce que je ne vois pas pourquoi on devrait travailler que sur accepter ce qu'il y a de négatif en nous. Il faut accepter aussi ce qui est positif pour que le mental casse les anciens schémas et se recrée des nouveaux chemins de guérison. Donc, c'est très important de le faire aussi avec ce qui est positif.